Bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Trédel, je suis journaliste et je suis cofondatrice du festival. D'abord, Jean-Victor est un peu confus, mais il a oublié de remercier Emeis parmi les partenaires. Et c'est un partenaire très important pour nous. Donc voilà, Emeis, et qui d'ailleurs sponsorise cette table ronde. Si vous voulez les applaudir, les équipes, ça leur fera plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous... Alors, un petit avertissement. En fait, donc, c'est une table ronde sur le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et je suis moi-même diagnostiquée TDAH. Et voilà. Alors, c'est pas mon fort d'être organisée, d'aller droit au but. J'ai tendance à parler trop, à digresser, à oublier des trucs. Vous voyez, je préfère vous prévenir. Donc ça va être. Et nous, on voit pas du tout où est le problème. Non, voilà, avec mes camarades, on est très contents. Hein, voilà. Ça y est, ça commence. Donc on ne sait pas où on va aller, mais on y va, très sûrement. Voilà. Je vais vous présenter d'abord les personnes autour de moi. Donc Frédéric Kochman. Donc, docteur, pardon. Vous êtes psychothérapeute et... Oui, je suis pédopsychiatre à Lille, dans une clinique du groupe Emeis qui s'appelle Clinique L'Autre et Amont, et on prend en charge des jeunes. C'est une clinique vraiment pour étudiants de 6 à 25 ans, avec une grosse part de nos soins, de nos prises en charge, diagnostiques, traitements qui est consacré au TDAH. D'accord. Le docteur Claré Tournier. Donc vous êtes psychiatre et responsable du pôle TDAH adulte à la Pitié-Salpêtrière. Olivia Moore, vous êtes humoriste et vous avez un spectacle qui s'appelle, que j'ai vu, que je recommande, qui est très drôle. Oui, je sais, à la contre-escarpe. C'est ça, absolument. Bravo. Elle a toutes les infos, on peut l'applaudir. J'ai toutes les infos, c'est incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, Awa Ndiaye. Vous êtes infirmière en réanimation. Olivia est diagnostiquée TDAH, ainsi que Awa, et ainsi que Nicolas Sicard. Vous êtes pharmacien et bénévole à l'association Hyper Super, qui est une association. C'est ça. Vous pouvez dire un mot sur cette association ? Oui, bien sûr. Donc, un grand merci à Nathalie Couture et à Christine Guettin, qui représente l'association Hyper Super, donc qui est une association reconnue d'utilité publique en France, qui représente les personnes atteintes de TDAH, que ce soit des enfants ou des adultes. Voilà. C'est une association qui a fait un gros travail depuis des décennies pour faire valoir la reconnaissance du TDAH en France, des traitements, voilà. Alors, je m'adresse aux deux psychiatres. Quelle est la définition exacte du TDAH, aussi bien pour les enfants que pour les adultes? Et les chiffres aussi. Première lettre du TDAH déjà, c'est un trouble. C'est pas une maladie en tant que telle, c'est un trouble, et qui dit trouble dit possible de le corriger. Si j'ai un trouble visuel, je vais pouvoir le corriger avec des lunettes. Ça, c'est un premier point. Et dans le TDAH, c'est vraiment les lettres centrales qui sont les plus importantes. Il y a un déficit de l'attention. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une attention sur ce que je suis en train de faire, focus, eh bien, je vais être en permanence parasité par tous les stimuli non pertinents. Chaque fois, là, il y a des lumières, il y a des gens, vous avez une feuille, je vois la porte ouverte là-bas, je vois des gens qui passent. Et c'est perturbant, c'est épuisant, parce que sans arrêt, je suis dans incapacité à gérer mon attention. Et avec plein d'autres conséquences, je suis impulsif, je suis intolérant aux frustrations, j'ai besoin de sensations. Et il y a dans certains cas la lettre H, pas toujours. On peut avoir un TDA sans TDAH, et la lettre H, c'est l'hyperactivité. Donc il y a le côté hyperkinétique. Vous me voyez, vous allez voir des personnes TDAH ici tout le temps en train de bouger, de chercher un truc dans la poche, mais ça va dépendre des personnes. Et en train de bouger tout court, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, on en a marre, on a envie, et c'est pour ça aussi que vous imaginez, moi qui m'occupe d'étudiants, c'est infernal d'être en classe toute la journée. Comment on peut se dire, je vais devoir m'asseoir, écouter des profs non-stop de 8h à 17h30, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir? Pour moi, l'école, c'est l'enfer. Et là, je vois ça tous les jours avec mes patients.
Docteur Clarisse Tournier, votre définition. La définition, de toute façon, elle est la même de l'enfance à l'âge adulte, puisque, comme dit mon collègue, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc on vit avec. Mais effectivement, ce que vous dites par rapport à la notion de trouble, c'est un truc important. C'est-à-dire, c'est effectivement une particularité de fonctionnement avec lequel on vit, mais qu'on a la possibilité, effectivement, quand on sait qu'on est TDAH, qu'on fonctionne de cette manière-là et qu'on a un accompagnement adapté, on a la possibilité, effectivement, de changer quand même assez radicalement sa trajectoire de vie. D'abord parce qu'on sait comment on fonctionne, donc on peut mieux s'adapter. On peut éventuellement trouver un environnement, et ça je vois ça beaucoup chez les adultes, qui ont finalement, sans le savoir, été d'emblée vers des professions dans lesquelles ils sentaient bien qu'ils avaient plus de points forts que de points faibles. Quand on a une attention extrêmement volatile, extrêmement dysrégulée, où on a vraiment 30 secondes d'attention, on est tout le temps distrait, il y a des situations où ça peut éventuellement être utile, et d'autres situations où c'est totalement compliqué. Et l'aspect de l'attention, c'est intéressant parce que l'aspect du déficit, c'est plus une dysrégulation qu'un déficit, au sens où c'est des patients qui sont capables, quand ils ont une stimulation importante, une deadline, une récompense à court terme, etc., de se surfocaliser. Et donc, ce qui fait qu'ils peuvent être, par exemple, très bons dans les situations d'urgence, dans les situations où il faut prendre des décisions très rapides, et abattre finalement un boulot très important d'un temps très, très court. Je prends toujours l'exemple quand je suis en consultation un patient TDAH qui décide de devenir soldat dans l'armée. D'une certaine manière, s'il est très hyperactif, il aura de quoi se dépenser, et donc il pourra effectivement laisser aller son hyperactivité. Et en plus, il est dans un cadre où finalement l'organisation est pensée pour lui, donc il a juste à suivre des consignes. Et comme c'est des patients qui ont beaucoup souvent des problèmes de planification, c'est pas pour rien que les études montrent qu'il y a peut-être autour d'un quart il y a une surreprésentation en tout cas des TDAH dans ce genre de milieu. Donc il y a des conduites adaptatives, c'est ça qui est intéressant, qu'on peut mettre en place et avec lequel on peut aider les patients. Et donc on peut vraiment changer la trajectoire de vie des patients. Et je trouve que en tant que psychiatre dans nos métiers, c'est pas des choses qu'on peut faire forcément pour toutes les pathologies mentales. Et là, on a vraiment quelque chose sur lequel on peut agir. Alors, Olivia, Awa et Nicolas, est-ce que vous pouvez dire brièvement ce qui s'est passé avant et après le diagnostic, et ce que vous ressentiez enfant peut-être, et adulte aussi, donc avec ce trouble. Alors, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Awa. Donc moi je suis infirmière en réanimation à la Petite-Salpêtrière à Paris. Et en fait le TDAH s'est diagnostiqué l'an dernier suite à beaucoup d'impulsivité, d'incompréhension, d'isolement social, de dépression. Et je continue à travailler malgré ça. Et c'est une opération du genou qui a fait que je me suis carrément arrêtée, j'avais pas trop le choix. Et j'ai vu une psychologue qui me connaissait depuis le Covid, par rapport à la crise sanitaire. Et elle m'a dit, j'avais déjà décelé en toi un potentiel TDAH, mais j'étais pas sûre. Et je voulais pas coller une étiquette sur ça. Et donc pendant des années, elle m'a observée, là, elle s'est dit, là, t'arrives plus à compenser, ça doit être ça. Donc elle m'a adressé un courrier à un neuropsychologue et neuropsychiatre. J'ai été diagnostiquée, ils m'ont dit que c'était bien un TDAH, avec l'impulsivité qui primait. D'où le fait que je m'énervais vite, que je parte au quart du tour. C'est une réflexion et hop, ça prenait des mesures. Et l'entente avec les collègues, des fois, c'était pas ça. En fait, j'ai pas de filtre et tout. Et en fait, j'étais bien dans mon travail, mais avec l'environnement, pas les patients. Les patients, ça allait très bien. Mais les collègues qui me comprenaient pas, c'est tout le temps stigmatisé, elle est bizarre, etc. Et du coup, depuis que je sais que je suis TDAH, j'ai beaucoup fait des recherches là-dessus. Et je me sens mieux parce que je me dis, enfin, je colle un mot à ma bizarrerie, entre guillemets, quoi. Et je vois aussi que l'école, ça me correspondait pas du tout. Je rentrais pas dans la case, j'étais toujours en difficulté. Mais ça ne m'a pas empêché de faire un bac littéraire en candidate libre, que j'ai réussi seule avec des meilleures notes quand j'étais à l'école. Parce que l'école, le système, il veut trop nous classer. Par exemple, Benjamin à 18, à 7. Donc du coup, on est un peu... Ils sont pas encourageants et ils font pas preuve d'ouverture d'esprit face à la divergence de l'être humain, quoi. Ouais. Olivia, oui, même question. D'accord. Alors, avant le diagnostic, je faisais énormément de conneries et je me sentais très coupable. Et après le diagnostic, je fais toujours autant de conneries et je me sens un peu moins coupable. Voilà. Ouais. Mais donc tu l'avais, vous l'aviez enfant. Alors c'est très probable, vraiment. Ouais. C'est surtout que, et c'est comme ça que je l'ai reconnu chez mes enfants. J'ai vu qu'ils traversaient exactement
mot pour mot ce que j'avais traversé, que ce soit sur le plan de la difficulté à se concentrer en classe, à faire ses devoirs, à avoir un rythme de vie régulier, à se lever le matin tout simplement, ou même le harcèlement vécu par d'autres élèves. Parce que quand on a un TDAH à l'école, par exemple, on passe souvent pour la feignasse qui fait pas d'efforts, qui révise pas ses contrôles, qui réussit au talent, on comprend pas comment elle fait. Celle qui coupe la parole, et puis, répond à la place des autres aussi. Souvent. Alors celle qui répond aux profs en général. Parce que c'est aussi... il y a probablement de l'impulsivité, mais il y a aussi une espèce de sens de... Attends, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'on perçoit quand même assez vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système-là. Donc si le prof ou la prof n'est pas d'une intégrité totale, ce qui est impossible, on répond. Et donc oui, on est remarqué très vite et ostracisé très vite, et mes enfants l'ont vécu. Donc je l'ai trouvé comme ça également. Et Nicolas ? Je pense que j'ai toujours eu des difficultés de concentration, mais en fait, on apprend à compenser. Et moi, l'école, ça jamais, peut-être au début, c'était un petit peu un problème, mais rapidement, je me suis adapté. Et, j'ai plutôt bien réussi, mais c'est quand je suis arrivé dans le monde du travail, en fait, où toutes les difficultés sont ressorties à leur paroxysme. Et du coup, a posteriori, je pense qu'on peut dire que j'ai fait un peu une sorte de burn-out. En tout cas, ça se passait très mal au travail, j'arrivais pas à me concentrer, il y avait des erreurs d'inattention, etc. Et donc, je voyais un psychologue qui, à ce moment-là, m'a dit bon, ça ressemble un petit peu beaucoup quand même à un TDAH, donc vous devriez voir un psychiatre pour faire le diagnostic officiel. Spoiler alert, c'était un TDAH. Et... quelle était la question déjà ? Et donc, merci. J'ai oublié ma question, non, je rigole. Non, et après le diagnostic, ça a changé quelque chose ? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas miraculeux le diagnostic, c'est pas magique, ça va pas résoudre les problèmes, etc. Un peu quand même. Mais ça permet en fait au moins de comprendre et de déculpabiliser, quand même. Sûrement de déculpabiliser. Comme disait Dr Claret, c'est pas une fatalité en fait, donc on a des leviers d'action pour comprendre, agir, s'entourer de personnes qui nous comprennent, qui nous écoutent, voilà, mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. C'est un parcours. Alors, il faut quand même préciser que c'est un trouble héréditaire, n'est-ce pas ? Et quand on dit trouble du neurodéveloppement, en langage un peu clair, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il s'est passé un accident. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est un gène, c'est quoi ? Le développement de chaque être humain, de chaque mammifère d'ailleurs aussi, débute bien avant la naissance, depuis l'embryon. Et donc le neurodéveloppement, c'est-à-dire le développement de toutes nos connexions de neurones dans le cerveau, commence bien avant la naissance et va se développer. Et tout le monde se développe de manière psychique, affective, cognitive, environnementale, et donc notre développement suit comme ça des voies. Et quand dès le départ génétiquement on a une connexion du côté fascinant du cerveau, rappelons que le cerveau c'est 100 milliards de neurones fois 10 000 connexions chacune. C'est ce qui m'a fait choisir, moi, cette spécialité, parce que j'ai toujours été fasciné par ce câblage incroyable. Et ce câblage, dans le trouble du neurodéveloppement, va se faire différemment, parce que les gènes font que le câblage va pas se faire comme chez les autres. Donc c'est génétique, ça. Donc, oui, on sait, il y a des centaines d'études qui montrent qu'il y a une part génétique, en particulier autour des gènes d'un transmetteur d'informations dans tout ce câblage, qui est la dopamine, par exemple. Entre autres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans les faits, on en comprend qu'une infime partie. Mais on sait qu'on est dans quelque chose qui va jouer sur le neurodéveloppement affectif, psychique. C'est pour ça que ça a des impacts sur notre personnalité, sur notre façon d'être, notre sensibilité émotionnelle, sur les capacités attentionnelles, mais aussi, il faut en parler dans le trouble du neurodéveloppement, tous les 10 DYS. On va peut-être en parler, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Donc vous voyez que ça touche beaucoup de choses en fait. Ouais. Et aussi, il y a des... d'abord, en France, on parlait surtout du trouble chez les enfants, et puis finalement, on est venu à s'intéresser aux adultes, parce qu'en fait, le trouble ne disparaît pas à l'âge adulte, n'est-ce pas ? Il y a en tout cas un retard à la prise en charge et à la...
à la considération du fait que même si on sait depuis longtemps que c'est effectivement un trouble c'est un trouble du neurodéveloppement, comme dit mon confrère, donc on vit avec tout au long de sa vie, et ces particularités du développement cérébral, elles vont pour certaines se corriger en partie, mais en même temps laisser quand même des stigmates dans le fonctionnement, d'où les symptômes qui restent très prégnants chez 2/3 des patients à l'âge adulte, donc c'est beaucoup, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on va dire les années 70, on pouvait penser encore que le trouble s'arrêtait à 18 ans. Il y a encore, hélas, beaucoup trop de confrères et consoeurs qui ont un petit peu cette image dans la tête de ça pose des problèmes tant qu'on est à l'école, mais après, finalement, les choses se résolvent, et si les gens font des études supérieures et ont un boulot, il n'y a plus de problème. Or, c'est absolument pas vrai. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de psychoéducation, j'ai envie de dire, d'éducation tout court, des collègues psychiatres et médecins tous azimuts, aux professionnels de santé, pour qu'ils aient vraiment des connaissances sur ce sujet. On est très en retard de ce point de vue-là. Moi, j'ai fait mes études en psychiatrie, j'ai dû entendre parler du TDAH uniquement par le biais des enfants, et encore sur un seul cours. Donc il y a tout un mouvement qui est maintenant beaucoup amorcé, en particulier avec l'aide des associations comme Hyper Super, qui fait un travail énorme, mais vraiment d'évangélisation, j'ai envie de dire, de le TDAH adulte, ça existe. C'est souvent en plus, les symptômes sont souvent sous des formes un peu différentes, donc c'est parfois difficile à reconnaître. Mais il y a une prise en charge qui peut être tout à fait efficiente et tout à fait changer la trajectoire de vie des patients. Et ça, c'est vraiment important. Moi, c'est un truc, je suis limite presque militante dans mon travail, en fait, par rapport à ça. On va bien entendu en parler. Il y avait un côté presque naïf d'imaginer qu'on souffle sur ces 18 bougies, pouf, et pouf, c'est parti. Ouais. Alors, le titre de cette table ronde, c'est « Est-ce que le TDAH, c'est un handicap invisible ?» Enfin, pas toujours invisible, je trouve, quand on a la jambe qui bouge comme ça, ça se voit. Ou alors, un super pouvoir. Alors, je voudrais demander aux 3 personnes qui sont atteintes du trouble, pour elles, c'est un handicap ou un super pouvoir ? Olivia ? Alors pour moi, dans le monde actuel, c'est clairement un handicap. Parce qu'on vit dans un monde socio-économique qui s'appuie essentiellement sur la prévisibilité et la régularité, et je considère que je suis l'opposé de ça. Même si moi j'adorerais l'être. Enfin, mon rêve dans la vie, c'était d'être une maman Cyrillus. Donc vraiment, on a complètement loupé cet objectif. Vraiment, on a dérivé très 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 vite. Voilà. Alors bonne nouvelle, c'est rigolo. Mauvaise nouvelle, dans le monde actuel, c'est pas très bien perçu. Et vraiment, concrètement, déjà, je pose un regard négatif, par exemple. Oui, très clairement. En tant que maman, en tant que plein de trucs. Mais quand tes enfants arrivent à l'école et qu'il y a 2 500 000 réunions, en plus, moi, j'en ai démoulé 3, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc, ça veut dire que ça multiplie le nombre de contacts, de réunions, de trucs à penser, de fournitures à acheter. Enfin, c'est un cauchemar, en fait. Voilà. Et puis même dans la vie actuelle, moi, je veux dire, ce serait un super pouvoir dans un monde sans horaire et sans argent. Voilà. Là c'est un super pouvoir, c'est génial. Je suis très créative. Par exemple, pour ton travail, en quoi ça t'handicape ? Alors, exemple très concret, quand je joue mon spectacle, par exemple, il se trouve que dans la salle dans laquelle je suis, le public est un peu éclairé, rétro-éclairé, je vois trop les gens, et donc ça me déconcentre. C'est-à-dire que si j'ai pas pensé à prendre la Ritaline, à bien me conditionner avant, au lieu de faire mes blagues, je regarde la tête des gens. Je suis là, cette tête-là, il a pas l'air bien, lui. Voilà. Et alors, cette conversation se déroule dans ma tête, et quand même, je déroule mes blagues. Mais ce qui fait qu'au bout c'est une séance 10 fois plus épuisante pour moi. Ça, c'est un tout petit exemple, mais dans mon travail, c'est ça que ça génère. D'accord. Awa ? Vous pouvez répéter la question ? Est-ce que c'est un handicap ou un super pouvoir ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de oui ou non. Si l'environnement est propice à la réussite, à la bienveillance, c'est un super pouvoir. Ça, c'est très bien. Parce qu'on fait appel à... on accepte l'être humain comme il est. Avec certains, on a des petites failles, etc. Et je pense que tous, si on fait preuve de bienveillance, on peut développer de bonnes choses. Mais quand, par exemple, l'environnement est fermé à tout et qu'ils trouvent que le TDAH, il y en a plein qui trouvent que c'est un prétexte, par exemple. C'est bon, arrête avec ça. Alors qu'en fait, c'est une réelle souffrance, et ça fait ce qu'on endure pendant des années. Et là, je trouve que quand les gens sont un peu néfastes, fermés, et qui font pas preuve d'ouverture d'esprit, ça peut être très handicapant. Parce que même à l'heure actuelle, quand on me demande ce que c'est que j'explique, et que je fais des petites erreurs dues à mon TDAH, on me dit c'est bon, arrête avec ça, on est tous TDAH. T'es infirmière en réanimation, donc les erreurs, faut quand même un peu éviter, non ? Non, je rejoins ce que disait le docteur Claret. En fait, quand je suis stimulée, je suis à fond. T'es à fond, c'est ça. Et du coup, c'est mon moteur. Ça veut dire que je vais être super focus. Par contre, si on vient me déranger dans mes soins,
je vais faire pause, parce que j'ai pas envie de faire une erreur, parce que l'être humain c'est important quand même, je veux dire, c'est pas des dossiers que j'ai entre les mains. Je vais faire une pause et je vais tout relire, quitte à ne rien louper, quoi. Mais c'est vrai que ça me stimule. Je me vois pas dans un bureau assise toute la journée à taper sur l'ordinateur. Et je fais pas que infirmière, je fais plein de trucs à côté. Je fais pas que infirmière, je fais plein de choses à côté. Ouais. C'est ce qui m'anime en fait. Je pourrais pas faire que ça. Ça c'est typique TDAH aussi, de faire plein de choses, slash DJ, slash infirmière, slash mannequin. Non. Ouais. Et Nicolas, handicap ou super pouvoir? Oui, les deux, on peut pas faire une réponse, c'est une réponse un peu décevante de Suisse. Mais il y a clairement les deux, mais c'est vrai qu'au premier abord, on peut dire qu'il y a plus d'aspects négatifs. C'est quand même une souffrance pour les personnes, surtout en fait, je dirais avant le diagnostic, parce qu'on se dit mais c'est quoi le problème avec moi? Enfin, pourquoi je suis toujours à côté de la plaque? Pourquoi j'ai oublié ça? Pourtant j'ai mis un rappel. J'ai quand même oublié. Il y a beaucoup de culpabilisation, de l'impression de ne pas être comme les autres, de ne pas y arriver, voilà. Mais évidemment, il y a des côtés positifs. Je pense qu'il y a une créativité, un côté un peu touche-à-tout, une curiosité, une ouverture d'esprit, voilà. Je regarde un peu mes notes pour ne pas partir dans tous les sens. mais oui, je pense qu'effectivement, le monde actuel n'est pas fait pour nous. Et ne s'adapte pas à nous, donc on est obligé, nous, de s'adapter au monde, et c'est pas toujours facile. Et ça crée des souffrances, mais on peut mettre en place plein de choses pour les surmonter. Et puis je pense qu'aussi, naturellement, on se dirige vers des carrières, des métiers, où le fait de faire plusieurs activités, pour trouver notre équilibre, donc voilà. Alors, docteur, est-ce que c'est le monde qui est mal fait ou c'est nous? C'est, si vous me permettez, un regard de psychologie évolutionniste. La psychologie évolutionniste, c'est comment la psychologie a évolué et nous a fait évoluer en tant qu'être humain depuis les temps préhistoriques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie du chasseur, qui a été développée en particulier par Hartmann, qui a écrit des bouquins dessus, et depuis il y a eu plein de recherches sur le sujet. L'idée, c'est que les jeunes TDAH aujourd'hui, les adultes TDAH aujourd'hui sont les anciens chasseurs préhistoriques. C'est-à-dire que quand on pense à un chasseur préhistorique, on l'imagine comment? On imagine quelqu'un qui a une attention à tout. Il y a un papa qui me disait récemment, qui est hyperactif, qui est TDAH, qui me disait mais en fait c'est pas un manque d'attention, c'est trop d'attention à tout. On imagine le chasseur qui dit regardez là, il y a les griffes, ils sont passés là. Ah, regardez là, la petite crotte. Goûtez la petite crotte, ils sont passés il y a moins de 2 heures. J'ai l'intuition qu'ils sont là-bas. Allez, venez les copains, on y va. Les mammouths sont par là. Et donc ils sont... un léopard ce matin. Voilà, d'ailleurs vous êtes en chasseuse, c'est pas un hasard du tout. Et donc ensuite, il y a le mammouth qui arrive, on voit, allez, on y va les gamins. Et on y va. Mais pourquoi je suis tout seul? Pourquoi ils m'ont pas suivi? Les gars. Et donc il y a des chances minimes de survie, mais il va avoir une satisfaction immédiate. Il va tuer le mammouth, il revient au héros. Il a la moitié des nanas de la tribu pour lui, en tant que chasseur-héros qui a tué le mammouth. C'est le bonheur. Donc à nous de donner du bonheur aux gens TDAH aujourd'hui en leur faisant faire un monde dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir en tant que chasseurs. Donc c'est-à-dire on doit vivre dans une caverne avec des peaux de bêtes et on va chasser le mammouth. Il y a plein de mondes de chasseurs qu'on peut faire. Il faut de la créativité, il faut de la réactivité, il faut un métier dans lequel on ne va pas être enfermé dans un bureau à faire de la compta. Parce que là on déprime au bout de 4 jours. Mais là il faut un métier qui pulse, qui bouge. Humoriste stand-up, c'est génial. Infirmière en réa, c'est génial. On est à fond, on doit être à fond dans... Mais sauf que, par exemple, pour Awa, je suppose que quand vous êtes à fond sur quelque chose, vous allez décharger les batteries très vite. Vous allez être absolument à fond, mais au bout de 2 heures, vous allez être à 18% de batterie. Et par moment, vous devez être épuisé, quoi. Il va falloir recharger les batteries. Non, ça dure bien une semaine, le focus. Non, en fait, quand j'étais pas diagnostiquée avec le TDAH, c'était un peu comme ça. C'était up-down, up-down. Et maintenant que je sais ce que c'est et comment mon cerveau fonctionne, je le gère beaucoup plus facilement, quoi. Donc j'ai plus ces phases. Ok, ça c'est top parce que vous montrez que vous vous adaptez bien. Et vous voyez sur l'exemple que j'évoquais sur le côté psychologie évolutionniste, il y a plein d'hyperactifs aux États-Unis, en Australie. Et vous savez, c'est la même théorie à peu près. Qui partait, par exemple, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle aux États-Unis? C'était les aventuriers, les recherches de sensations, les hyperactifs, qui disaient allez on y va. C'est Leonardo DiCaprio dans Titanic. On partait comme ça.
ça parce qu'on se disait, on y va à fond, quoi. Et sa femme anxieuse à côté dit, mais chérie, qu'est-ce qu'on va devenir là-bas, de quoi on va vivre? On y va, on verra bien. Et donc ça pourrait expliquer qu'il y a plein d'hyperactifs aux États-Unis ou ailleurs, enfin très exactement les descendants des ancêtres hyperactifs qui étaient les cow-boys qu'on voit dans les westerns au 19e siècle, qui étaient impulsifs, règlement de compte à hockey choral. Ouais. Bon, on ne peut pas tous vivre dans un film d'aventure, donc Dr Claret tourné, est-ce que c'est un handicap ou un super pouvoir? Alors, moi, je dirais, le mot super pouvoir en lui-même, j'aime pas trop parce que je trouve que ça a tendance à minimiser un peu l'impact. Je pense que d'ailleurs, les personnes concernées par le trouble, généralement, n'aiment pas tellement non plus parce que c'est un petit côté super pouvoir, on voit que le côté positif, alors qu'il y a quand même effectivement beaucoup de difficultés associées à ce trouble, en particulier quand on le diagnostique tardivement. Donc, bon, je commencerai d'abord par l'aspect handicap. La réponse est plutôt oui, en particulier quand c'est pas diagnostiqué et pas traité. Et c'est vrai qu'on sait que, hélas, malheureusement, il y a beaucoup de difficultés tout au long du parcours de ces patients, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ça commence à l'école, comme disait mon collègue, avec des difficultés scolaires ou des difficultés même à interagir avec les autres élèves, le harcèlement, les difficultés quand on est très impulsif, quand on parle beaucoup, etc. On peut être aussi un peu rejeté par ses pairs et du coup, ça fait un peu le lit de difficultés d'interaction sociale, de troubles anxieux. Après, voilà, il y a tout le côté difficulté à maintenir une scolarité classique, même si moi, je vois beaucoup d'adultes qui ont fait des grandes études et qui ont des boulots tout à fait performants, mais qui ont quand même malgré tout eu des difficultés à maintenir tout ça. Donc des problèmes sociaux professionnels, des problèmes d'interaction avec les autres, des problèmes dans la stabilité des relations. On sait que c'est un trouble qui prédispose aussi, hélas, beaucoup à des divorces et au fait de changer assez régulièrement de partenaire. Et puis il y a des problèmes plus graves au sens où ça met en cause et en risque même la survie. Il y a des études très sérieuses qui montrent que des TDAH non traités, non pris en charge, ça augmente le risque de décès prématuré. Donc c'est quand même pas rien. Puis il y a toutes les comorbidités dont on n'a pas parlé. En particulier par le biais probablement des comorbidités psy, donc le risque de suicide, la dépression. Je suis désolée, c'est pas très gai tout ce que je raconte, mais c'est la réalité. Le surpoids, l'accidentologie, le risque d'avoir plus d'accidents de voiture, tout ça, ça existe. Donc le handicap, il est quand même clairement là. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que quand on le sait et quand on le prend en charge, on peut vraiment inverser la trajectoire. Et c'est là où on parlerait plus de super pouvoir ou j'allais dire de ressources. En préparant la table ronde, j'ai regardé s'il y avait un peu de littérature scientifique sur sur l'aspect positif du TDAH, parce que moi je suis assez convaincue qu'il y en a un, et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Mais en fait, il y a très peu de littérature scientifique. Je suis tombée sur un papier effectivement qui montrait que il y a quand même un certain nombre de typologies de fonctionnement qui sont souvent fréquents chez les patients TDAH, qui peuvent effectivement représenter un avantage, en particulier le fait d'avoir cette capacité à focaliser très fortement sur certains sujets, la capacité à mobiliser beaucoup d'énergie, ça rejoint un peu ce que disait mon confrère par rapport à ce qui nous a permis de nous adapter au temps des cavernes ou lors du Far West. La capacité aussi à avoir une pensée assez divergente, c'est-à-dire que effectivement c'est difficile de vivre avec un cerveau qui fait un peu boule de neige en permanence, des idées dans tous les sens, etc. Mais malgré tout, ça donne probablement une capacité à avoir une pensée un peu plus divergente, à sortir du cadre et donc peut-être à avoir un peu plus de créativité. En tout cas, c'est ce qui ressortait de cette étude et je trouvais ça intéressant de le noter. Mais il y a peu d'études là-dessus, c'est dommage, mais c'est un terrain à défricher. En fait, je voulais juste ajouter un point, dire que dans la communauté dans laquelle j'appartiens, de la communauté africaine, c'est un peu tabou, voire inexistant. Et la souffrance, elle est encore plus difficile parce que à l'école, on ne comprend pas. À la maison, c'est un prétexte. T'es normal, tu dors, tu manges, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre. Et donc, du coup, on souffre intérieurement tout seul. Et moi, j'avais des parents analphabètes, donc ça, c'était loin. C'était le cadet de leurs soucis, en fait. Pas dans le sens où ils voulaient pas prendre soin de moi, mais dans le sens où ils n'avaient pas les ressources pour. Et moi, j'ai 39 ans aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas tout ça à TDAH ou quoi. Mais avec du recul, je me dis, j'étais quand même bègue quand j'étais petite. J'allais chez l'orthophoniste et beaucoup de problèmes scolaires. Donc, peut-être qu'à l'heure actuelle, on aurait décelé, mais c'est passé à la trappe. Et du coup, ça a engendré plein d'épisodes dépressifs, isolement social, des questions sur l'existence. Pourquoi je suis là? Je sers à quoi? Je suis pas comme les autres. Donc, dans la communauté africaine, c'est un peu difficile parce que je pense que je suis pas la seule à en souffrir. Bon, enfin, avant, plus maintenant. Mais les gens n'en parlent pas parce que c'est tabou. C'est comme si c'était une honte ou quoi. Ou, en plus, quand on entend trouble, handicap, ça fait pas très... C'est comme la santé mentale en Afrique, on n'en parle pas alors qu'il y en a plein qui souffrent en silence. Mais
moi je suis pour du coup montrer l'exemple que je suis africaine, j'ai un TDAH et qu'on peut s'en sortir, qu'on n'est pas voué à l'échec et c'est tout à fait normal. Alors justement, Olivia... Awa et Nicolas, qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen pour aller mieux, pour pas soigner, mais aller mieux? Est-ce que c'est la médication? Est-ce que c'est la psychothérapie? Est-ce que c'est les TTC? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, moyen? Un mélange de tout ça. Je pense que déjà, juste le fait de le savoir, en fait, ça permet de comprendre, accepter, et de se dire ah bah oui, bah en fait cette fois-là j'ai réagi comme ça parce que j'étais dépassé par mes émotions, j'ai pas réussi. Et en fait, enfin voilà, ça permet en fait a posteriori de un peu s'auto-analyser et de mieux se comprendre, mieux s'accepter. Après, pour moi, c'est un mélange de tout. Le médicament évidemment aide. Ça vous a aidé? Oui, encore une fois, c'est pas miraculeux, mais je pense qu'il y a un effet sur le long terme, moi je trouve, un peu un côté un petit peu béquille, quoi, où ça aide. Après, c'est une convergence de tout, mais oui, ça aide. Et je réfléchissais en venant à la table ronde, qu'est-ce qui avait changé depuis un peu plus d'1 an, depuis mon diagnostic et tout. Et globalement, si je regarde un petit peu tous les aspects, ça va quand même mieux. Alors après, c'est toujours difficile d'analyser. Est-ce que c'est le médicament? Est-ce que c'est le fait de le savoir? Est-ce que c'est le fait d'avoir changé de boulot? Est-ce que c'est le fait d'être dans l'association, de parler avec des gens? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Voilà. Après, 2 autres choses, je pense que c'est très important de s'éduquer, de faire de la psychoéducation, comme disait Dr Claré Tournier. Donc, par exemple, Hyper Super a un module de formation en ligne gratuit. Ouais, j'ai commencé à le faire, puis j'ai arrêté, évidemment, comme je suis TDAH. Voilà, c'est soit ça, soit on fait les 9 modules en une journée, on oublie de manger. Ouais. Ça, et puis il y a également des ateliers en groupe, des groupes de parole, de la psychoéducation, voilà. Donc il y en a à la Pitié-Salpêtrière qui ont été mis en place par le docteur Claré Tournier. Je crois qu'il y en a aussi à Sainte-Anne. Voilà. En fait, pour essayer de faire en sorte que ça soit mieux connu dans la société, qu'on en parle plus et que ça soit pas plus invisible, et comme ça qu'on puisse identifier plus tôt, diagnostiquer les gens plus tôt, et qu'il n'y ait pas toute cette souffrance que je pense Olivia ou moi on a pu avoir en se disant c'est quoi le problème avec moi, je suis cassée, pourquoi j'y arrive pas. Olivia, c'est quoi vos solutions? C'est adapter mon mode de vie et essayer de me juger un peu moins. Alors bon, ça c'est la partie qui est un peu compliquée, parce que je sais pas comment le vivent les autres, mais moi je me suis rendu compte que le TDAH faisait aussi que j'étais quelqu'un de très perfectionniste. Donc c'était, voilà, donc ça, il y a une espèce de dichotomie entre à la fois je m'accepte comme je suis et en même temps je cherche la perfection dans ce que je fais. Donc c'est toujours un peu voilà. Mais j'essaye de m'engueuler un peu moins, effectivement, ouais, et donc d'adapter mon mode de vie, de pas trop me juger si j'arrive pas à me lever le matin, puis de faire un peu attention à mes interactions et aux sollicitations aussi. C'est vrai que j'ai moins de scrupules maintenant à annuler des projets si je sens que j'ai pas l'énergie, parce qu'il est probable que si je me force, je vais le payer après, en réalité. Donc voilà, donc j'essaye d'être sympa et douce avec moi. Je n'y arrive pas toujours, donc parce que comme je suis perfectionniste, je m'engueule de pas arriver à être parfaite avec moi. Enfin bon, voilà, vous avez compris le problème, quoi. Et Awa, les solutions. Les solutions. Du coup, depuis que j'ai été diagnostiquée, je me suis renseignée dans pas mal de cours en ligne, etc. J'ai adhéré à l'association dont Nicolas fait partie, dans le secteur du 93, parce qu'il y avait personne. En fait, on est plusieurs bénévoles de différents départements, et dans le secteur du 93, il n'y avait personne. Et comme je suis issue du 93, je me suis portée volontaire pour pouvoir aider. Maintenant, j'ai fait la formation, je l'ai fait en 2 jours en ligne, et je me suis vachement intéressée. Donc du coup, je réponds à des permanences téléphoniques le week-end et le lundi, et je me retrouve à travers les enfants que les parents décrivent, et je les comprends tellement que les solutions elles viennent naturellement. Je leur donne des conseils comme je peux, je les oriente. Et puis maintenant, je m'accepte beaucoup comme je suis, je me juge moins. Et est-ce que vous avez essayé la médication? Au départ, j'étais réticente parce que Ritaline, ça me faisait peur.
Mais j'avoue que j'ai testé parce que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ça a calmé mes impulsivités. Même au travail, on me reconnaissait pas, limite. Ah, t'es plus agréable. Qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, après, je voulais pas tomber dans une accoutumance. Je me suis renseignée comme quoi c'était pas addictif. Il n'y a pas d'accoutumance. Voilà. Et le psychiatre m'a dit que je pouvais arrêter quand je voulais. S'il y a des jours où je travaillais pas ou que. Donc, je gère comme je peux. Si j'ai envie de le prendre, je le prends. Si j'ai pas envie, je le prends pas. Et j'ai pas envie de m'oublier aussi, d'effacer ce que je suis, quoi, à travers le médicament. Je suis quelqu'un qui est super. Je sais pas comment dire, j'ai pas de filtre et tout. J'ai pas envie aussi de devenir un robot comme tout le monde. Je suis moi et on m'accepte comme je suis ou pas. Voilà. Et docteur Clarisse Tournier. Juste petit point pharmaceutique. Ouais. Ah, pharmacie. Le point pharmacie, on adore. Non, mais il n'y a pas d'accoutumance. Enfin, tout ça, c'est des idées reçues, des croyances. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'accoutumance. Mais alors, moi, le pharmacien, il me regarde toujours d'un sale œil. Quand je... C'est parce qu'il y a du travail il y a du travail à faire. Ouais, parce qu'il y a marqué stupéfiant, donc il est là. Waouh. C'est la législation qui est un petit peu qu'on est obligé de respecter, mais oui, c'est sur ordonnance sécurisée. Donc, il y a tout c'est un petit peu paradoxal pour des personnes qui ont du mal à s'organiser parce que il faut présenter l'ordonnance dans les 3 jours, dans la bonne pharmacie. C'est ça. Et d'ailleurs, pour reparler de mon pharmacien, de la pharmacie, nous on est quand même 4 à la maison à avoir un TDAH. Tout le monde. Voilà, j'ai fait un strike, 3 enfants, 3 TDAH. Yes, moi qui gagne jamais une putain de loterie. Et donc, chaque fois que je débarque à la pharmacie, je fais bonjour, c'est la famille Toc Toc. Et vraiment, alors ça détend absolument tout le monde. Et d'ailleurs, je leur dis, c'est vous qui avez les ordonnances. Je peux pas les garder, je vais les perdre. Et donc, vraiment, moi, j'assume le truc à fond. Genre, je surjoue le truc en disant, jugez-moi si vous voulez. Mais moi, je me juge pas et j'assume la tête haute. Donc, je te conseille de faire pareil avec ton pharmacien. Ouais, je vais en parler, mais il n'a pas l'air très cool, mais bon. Les médecins, si vous pouvez nous... il y a quoi comme solution outre la médication, et est-ce qu'elle est efficace déjà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres choses. Il y a bien sûr effectivement des traitements qui vont agir pour essayer de réduire une déficience. En fait, il y a un manque de dopamine, il y a des zones du cerveau qui sont en hypoactivité, et donc le traitement va les rebooster pour aider justement à être enfin plus connecté, plus attentif, à savoir que ça va durer que quelques heures, ça ne dure pas l'ensemble de la journée, donc il y a aussi des avantages et des inconvénients. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres thérapies à adapter et à proposer. Par exemple, beaucoup d'études sur la méditation en pleine conscience. Faire de la méditation. Et faire de la méditation, a priori, ça peut paraître assez antinomique. Oui, effectivement. Et pourtant, c'est super efficace. On peut faire des méditations courtes, on peut faire des méditations de quelques minutes. Alors, il y a la méditation, ça peut être de la cohérence cardiaque, d'autres exercices de relaxation, de l'auto-hypnose. Voilà, quelques exemples qu'on développe dans nos structures, dans nos centres de soins, et qui sont des outils moi j'aime bien dire qu'on fait du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux patients à développer une capacité à gérer le stress, les émotions, par différentes pratiques, et c'est donc un ensemble de tous ces éléments, comme des maillons d'une chaîne, qui vont permettre d'aller mieux au fur et à mesure. Ouais. Docteur Clarisse Tournier. Oui, en fait, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas effectivement, pour compléter ce que dit mon collègue, c'est pas la médication d'un côté ou les techniques non médicamenteuses de l'autre, qui sont effectivement très utiles dans la méditation, la psychoéducation. C'est les deux, parce que les personnes TDAH, souvent, elles savent déjà en arrivant un petit peu ce qu'il faudrait faire, mais elles n'arrivent pas à le mettre en place précisément. Donc le fait de pouvoir leur proposer, nous on fait des ateliers de méditation pleine conscience à la Pitié avec des techniques adaptées, il y a des méthodes qui existent, parce que c'est vrai quand on dit aux des patients TDAH, on va vous faire méditer, généralement ils nous regardent en pensant qu'on n'a absolument rien compris à leurs troubles, parce qu'ils en sont absolument incapables. Ils sont incapables de rester assis longtemps, ils peuvent être incapables de garder leur focus. Or c'est effectivement une ressource et une technique qui les aide beaucoup. Mais souvent ce qu'on dit, et c'est ce que prouvent aussi les études, c'est que c'est l'un plus l'autre, c'est-à-dire la médication plus l'apprentissage de techniques et de transfert de compétences, comme dit mon collègue, qui va aider effectivement la personne TDAH à pouvoir un peu reprendre le lead sur son fonctionnement et diminuer l'impact des symptômes. Donc la médication, elle est utile et elle est intéressante, en tout cas au début. Et après, ce qui est intéressant surtout de se dire, c'est que
Voilà, elle est surtout là pour aller là où le patient n'arrive pas à combler lui-même ses lacunes d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup d'adultes qui peuvent éventuellement garder ce traitement pendant un certain temps, mais qui pourront après le prendre peut-être de manière plus ponctuelle parce qu'ils auront effectivement appris à fonctionner sans dans certaines circonstances et du coup ils en auront moins besoin. Mais il restera quand même des moments où ce sera tellement coûteux d'une certaine manière de fonctionner sans qu'ils n'ont pas du tout envie de revenir à l'état de base et du coup ils s'en serviront à ce moment-là. Donc il faut vraiment avoir une vision un peu intégrative en se disant que c'est les deux, mais en se disant aussi que le traitement n'est pas quelque chose qu'il faut du tout mettre de côté, en se disant qu'il y a des alternatives non médicamenteuses qui fonctionnent en tant que telles. Parce que quand les patients sont vraiment très impactés, force est de constater que sans l'aide du traitement, on a un peu du mal à les aider. Voilà, c'est pour... Merci. Olivia, vous voulez dire? Ah oui, complètement. Enfin, je souscris à ça complètement. Je vois très bien la différence entre quand je prends un traitement ou pas. Après, je reviens sur le fait que oui, c'est pas un miracle, c'est fait pour pallier les déficits. Voilà. Ma psy m'avait dit ce sont des soins palliatifs. Je lui ai dit c'est pas très bien vendu, mais en gros ça. Donc oui, oui, bah oui, c'est vrai que c'est un soin palliatif en vrai. Elle n'avait pas réalisé. Bah voilà. Et donc. Mais donc ouais, c'est la conjugaison de tout un tas de trucs et globalement en fait probablement moi ce qui m'aide le plus c'est vraiment de me dire oui ça fait partie de ta vie donc fais avec et sors-toi de cette illusion qu'à un moment tu vas avoir l'air normal ou neurotypique, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va se produire. Donc c'est un chemin d'acceptation quand même avec plein de trucs. Ce qui est toujours compliqué avec les handicaps invisibles, c'est enfin, les personnes et même les personnes concernées confondent leur personnalité avec les symptômes. C'est ça qui est compliqué aussi. Ah oui, moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 46 ans. Voilà, enfin, c'est ça qui rend un peu fou parce qu'il y a aussi tellement de symptômes. Moi, j'ai des vraies interrogations sur comment gérer l'entourage avec ça. Ouais. Parce que je me rends bien compte que, en fait, bon, l'entourage peut être très amical, très bienveillant, etc. Mais il y a aussi des fois où l'entourage pète une pile. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, ça y est, j'ai entendu des réflexions du genre ah oui, bon toi, et alors, toi, t'es toujours en retard et je te le reproche pas parce que comme t'as ton TDAH, ça passe. Moi, il y a eu un incendie chez moi. Très on m'a dit ah bah oui, toi évidemment. Voilà. Et ça, là, moi, j'ai pas encore trouvé les bonnes réponses pour ça. T'as brûlé, c'est ma faute, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Je me permets juste de rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit et qui a été dit aussi auparavant par Awa. La distinction, en fait, entre le trouble et la personnalité ou l'identité de la personne. Je pense pas, contrairement à ce que tu disais, que de prendre le médicament, ça transforme en quelqu'un d'hyper efficace et d'un robot et que ça enlève la personnalité. Après, chacun son ressenti, et si des personnes sont mieux sans le médicament qu'avec le médicament, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est dur de trouver la limite entre qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité, mon identité, j'ai toujours été comme ça, et qu'est-ce qui fait partie du trouble et que je peux changer, que je devrais changer. Ouais. Mais en fait, moi, je me permets juste d'intervenir parce que je trouve ça intéressant, cette distinction. En fait, je pense que ça dépend beaucoup des contextes aussi, parce que pour rejoindre, moi, je suis d'accord avec vous deux, c'est pas pour être forcément d'accord avec vous deux, mais le fait est qu'il y a beaucoup de patients qui disent que dans certains contextes, le fait d'être sous l'effet de ce traitement, ils trouvent ça pas du tout agréable parce qu'ils sont moins réactifs aux stimulations extérieures, ils sont moins réactifs émotionnellement, et dans des situations, par exemple, sociales, par exemple, ça peut être un handicap, effectivement. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt l'usage du médicament en fonction des contextes qui est intéressant, et souvent ça prend pas mal de temps, je trouve, pour les patients que je suis, qu'ils arrivent à vous trouver le bon curseur en termes de temporalité d'utilisation. Au début ils prennent un peu tout le temps, puis après ils se disent non, dans ce contexte là ça me va pas du tout, donc c'est un peu faire du sur-mesure en fait. Donc je comprends aussi ta remarque, mais je pense qu'il y a aussi l'effet contexte qui est important. L'avantage, c'est que c'est hyper flexible comme traitement. Enfin, c'est pas comme des antidépresseurs, il faut prendre pendant 3 mois avant d'espérer avoir... Enfin, c'est on-off, vous le prenez, ça marche, entre guillemets, vous le prenez pas, ça marche pas. On peut le prendre la semaine, pas prendre le week-end, décider de prendre 40 mg un jour, 10 mg un autre jour, enfin... C'est le pharmacien qui parle. C'est le pharmacien qui est moins flexible. Ouais. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé aussi, c'est que le trouble peut être additionné de TSA, de
troubles bipolaires, enfin de tout ce genre de choses. Oui, reparler également de ce dont on parlait tout à l'heure, qui sont toutes les 10, les DYS. Les 10, oui. Parce qu'il faut absolument faire un bilan pour ça, ne pas hésiter à aller chez une orthophoniste pour voir s'il n'y a pas chez l'enfant, dans 50 à 60% des cas. Mais comment il va y avoir y compris chez les adultes. Moi, j'ai beaucoup d'adultes en consultation qui ne sont pas diagnostiqués et pour lesquels on fait le diagnostic tardif alors qu'ils ont fait des études et tout. Donc, c'est effectivement... Comment on explique que les troubles s'additionnent, Premièrement, c'est très très fréquent en pédopsychiatrie, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui n'a qu'un seul trouble, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc il y a beaucoup de 80% de comorbidité en pédopsychiatrie, c'est-à-dire le fait d'avoir, par exemple, une anxiété et une dépression. Et un TDAH, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Et on pense justement que dans cette sphère complexe du neurodéveloppement, il y a beaucoup de connexions qui sont touchées. Donc ça peut être des connexions cognitives, une hypersensibilité, par exemple, affective, émotionnelle, et qui va engendrer aussi potentiellement plus de sensibilité au stress de la vie, aux abandons, aux ruptures. Et donc on va avoir comme ça des parcours. Par exemple, l'une des associations très fréquentes et qu'il faut rechercher en permanence et soigner potentiellement, c'est TDAH et troubles de l'humeur. Donc TDAH et dépression, TDAH et troubles bipolaires. Et le tout, vous allez le compliquer aussi par les risques de vie. Par exemple, une personne qui a un TDAH a des très fortes propensions aux addictions. Parce que recherche de sensations, parce qu'un point central qu'on n'a pas évoqué du TDAH, c'est le défaut d'inhibition. J'arrive pas à inhiber mon envie. J'ai envie d'une clope, j'ai envie d'une clope, j'ai envie d'une clope. Si je suis pas TDAH, je vais finir par dire non, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Mais si je suis TDAH, c'est j'ai envie d'une clope, j'ai envie d'une clope, j'ai envie d'une clope, je m'en fous. Et tant que j'aurai pas ma clope, je vais continuer à emmerder moi-même et tout le monde. Et donc, on est dans des risques addictifs majeurs. Évidemment, ça va compliquer les choses. Parce que si j'ai 14 ans et que je me mets à prendre du shit, des extas, de la kétamine et plein d'autres choses, et bien évidemment ça va me compliquer complètement ma vie, me foutre en l'air mes études, ma vie de famille, etc. Et là, donc c'est ça les comorbidités aussi, c'est toute l'histoire de vie. Olivia a l'air contente avec ses enfants. Elle a dit j'ai rien pris. Non, mais c'est ça, tout le monde m'a regardé en mode elle a dû tout prendre. Alors pas du tout, je tiens à dire, j'ai rien pris du tout. Pas trop tard. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à tes enfants. À mes enfants, oui, il y a un tempérament, l'angoisse quoi. Impulsif et expérimentateur, mais là justement j'ai plutôt décidé d'accompagner. Quand j'ai vu par exemple, là tout le monde est au lycée, donc c'est les premières soirées avec de l'alcool en particulier, et j'ai décidé d'accompagner ça. Alors tout le monde va hurler, comme si j'étais une alcoolique entre guillemets, c'est-à-dire j'ai dit ok, tu veux boire de l'alcool, alors déjà mange avant. Ensuite, un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, c'est quand même mieux. Je t'en supplie, ne mélange pas, tu vas être malade comme un chien. J'ai donné les conseils en cas de coma éthylique des camarades. Enfin, vraiment un peu loin. Non, mais j'ai été loin. Oui, je comprends. Parce que je savais que ça servait à rien de chercher à inhiber cette recherche de sensations chez aucun de mes enfants. Donc je préfère accompagner. Pareil, quand j'ai appris que mon fils s'amusait à grimper sur des toits ou des machins, je lui dis alors très bien, alors grimpage sur le toit, très bien. Donc alors tu prends un truc solide et d'abord tu tapes sur le toit pour savoir je sais pas quoi, si tu veux grimper sur des trucs, assure-toi qu'il y a des prises partout, etc. Ça, je suis pas et en fait je les ai éduqués comme ça, c'est-à-dire je n'empêche jamais en fait. D'accord. Et ça, c'est pas pour être une parent copain, c'est que je sais que l'impulsion va être très forte, le plutôt désir, en fait, donc je suis plutôt dans l'accompagnement de la potentielle catastrophe pour minimiser les conséquences de la potentielle catastrophe. D'accord. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Mais il y a énormément de parents, je suis aussi très jugée par les parents autour. Moi, je laisse sortir mes enfants facilement. Pareil, ils ont des consignes de sécurité, ils savent gérer des situations difficiles ou de crise parce que je leur ai enseigné. Mais il y a énormément de parents autour qui considèrent que je suis une mère totalement irresponsable. Pas nous. Alors, docteur Clarisse Tournier, peut-être si vous avez quelque chose à dire sur les comorbidités, les troubles associés. Mon collègue a à peu près tout dit sur les comorbidités possibles. Et ce qui est compliqué, peut-être, la différence, la spécificité, peut-être à l'âge adulte, mais mon collègue me dira peut-être que c'est aussi compliqué dans l'enfance, c'est d'arriver vraiment à faire la part des choses entre la comorbidité et le TDAH qui peut être en dessous et qui peut être très masqué par cette comorbidité, que ce soit des problèmes d'humeur, des problèmes de dépression, des problèmes d'addiction,
addiction, souvent le TDAH à l'âge adulte, il avance vraiment masqué. Et c'est souvent dans des moments de crise qui se révèle effectivement. Il faut réussir à pouvoir le voir en dessous. Et ça, c'est peut-être un peu la complexité un petit peu du diagnostic à l'âge adulte, de voir un peu ce TDAH sous les comorbidités. Donc après, les comorbidités sont effectivement les mêmes et c'est toutes celles qu'on essaie de prévenir avec l'accompagnement et le diagnostic, quel que soit l'âge. Si je peux me permettre, ce que je voulais dire aussi sur le diagnostic différentiel, c'est que c'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en fait, très souvent, les spécialistes vont dire c'est associé à une dépression, une anxiété et tout. Mais qui était là en premier, en fait? Peut-être qu'il y a eu la dépression parce que, justement, je me sens pas adapté et que je me fais rejeter et que ça se passe mal et que, du coup, je suis en dépression. Peut-être que je suis anxieux parce que... Et je pense que, je m'identifie, même si j'ai pas du tout vécu ce qu'a raconté Awa tout à l'heure, mais il y a quand même des grosses souffrances qu'il faut pas minimiser. Bien sûr. Et qui peuvent entraîner de la dépression, de l'anxiété. Mais en fait, peut-être que s'il n'y avait pas le TDAH en premier lieu, il n'y aurait pas eu ces souffrances et du coup, il n'y aurait peut-être pas eu la dépression. Voilà, c'était juste une parenthèse. Pour compléter ce que tu dis, on sait qu'en psychiatrie, les études montrent qu'il y a à peu près un patient sur 5 qui sont pris en charge en psychiatrie adulte pour un trouble psychiatrique qui ont en fait un TDAH. Alors c'est pas le un ou l'autre, c'est généralement les deux, mais le fait effectivement de le savoir aide beaucoup à pouvoir éventuellement améliorer le pronostic du premier trouble. Ça c'est très clair et c'est certain. Et 1 sur 5 c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on a probablement tous dans nos consultations en tant que psychiatre adulte des patients dont on n'a pas jamais pensé qu'ils pouvaient avoir ce trouble. Il faut avoir vraiment la capacité à y penser et à le chercher, parce que c'est un interrogatoire très particulier, et c'est pour ça que c'est important de développer un peu la formation des collègues là-dessus. Oui, tout à fait. Il faut beaucoup développer, et ce que je tiens à dire aussi, c'est que j'ai 29 ans, je viens d'un milieu familial quand même dans la santé, voilà. J'ai vu dans mon enfance, dans mon adolescence, plusieurs psychiatres, psychologues, machin. Et je sais pas, j'ai dû en voir quand même 5 ou 6. Et d'un coup, ils se sont réveillés. C'est pour dire qu'en fait, il y a vraiment, même quand on grandit dans le milieu médical, qu'on voit plein de psychiatres, en fait, il y a une telle méconnaissance de la société en général, mais des professionnels de santé aussi. Ouais. Et c'est pas pour les blâmer, parce que, comme disait, c'est pas enseigné à la fac. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire ça existe. On va peut-être conclure avec Awa, et après avec vous. Vas-y. Pour rejoindre ce qu'il disait Nicolas, j'aimerais savoir pourquoi dans les pays nordiques ou même aux États-Unis, c'est pas la même approche, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, ils le prennent plus en considération et moins stigmatisé. Ici, c'est plus handicap, trouble, on va t'écarter, entre guillemets. Là-bas, c'est plus, on va valoriser les enfants comme ça, les mettre en avant, les inclure, quoi. C'est l'inclusion totale. Ici, c'est plutôt un peu l'exclusion, quoi. Et j'aimerais savoir pourquoi on a autant de divergences avec ces pays-là, alors que des fois, c'est juste des pays voisins, quoi, comme la Suisse, ou je sais pas. Les enfants sont très épanouis avec leurs troubles. Ici, c'est pas trop... Je ne sais pas si vous avez la réponse. Une réponse par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a une question aussi de culture. En France, on a une culture où pendant longtemps, on a eu une tendance culpabilisatrice. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. À culpabiliser, c'est de la faute de maman, c'est de la faute de l'éducation, effectivement. Donc il y a une école, effectivement, de pensée qui fait que pendant longtemps, on a eu une tendance culpabilisatrice. Aujourd'hui, dans les services et les médecins et les soignants en général, pas que les médecins qui s'occupent du TDAH, on a, je pense, beaucoup plus une vision anglo-saxonne, peut-être avec une influence dans le bon sens du terme. Je pense en particulier, moi je suis très influencé par nos cousins canadiens, parce que les Canadiens, les Québécois en particulier, il y a le côté cousin, voilà, ils ont une influence forte et une richesse culturelle aussi qui vient un peu de l'Europe, et en même temps ils prennent le bon côté des États-Unis en dessous d'eux, avec le côté recherche très systématique, et c'est pour ça aussi que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Moi je vous propose par exemple de retenir l'acronyme CARM, comme la couleur. J'aurais pu prendre Macron, mais c'est moins vendeur en ce moment. Et donc Carmin, regardez, c'est comme créativité. Ouais. La plupart, on ne peut jamais dire tout, mais la plupart des gens en TDAH sont créatifs. Ils sont toujours en train de créer des festivals Pop-Epsi, des choses comme ça. Il y a le côté ensuite du action, je suis dans l'action. Allez, on passe à l'action, action les gars. Il y a la réactivité, je suis hyper réactif, je suis infirmière en réa et je sais réagir quand il faut. Il y a le côté le mouvement, je suis en
mouvement. Si on me demande de mettre en mouvement, c'est facile. Il y a le I qui est très important, l'intuition. On est dans une incroyable capacité intuitive. Je sais que c'est ça qu'il faut. J'ai compris ce qu'il nous faut et j'ai l'intuition que je vais proposer ça à mes enfants, etc. Et enfin, le N, la nouveauté. À partir du moment où on crée des nouvelles choses. Moi, j'aimerais bien, par exemple, créer en France des nouvelles écoles. Donc, une école spéciale neurodéveloppement où on pourrait utiliser beaucoup plus ça. Parce que malheureusement, vous voyez les lettres de Carmin là, c'est pas du tout éducation nationale friendly. C'est pas du tout ce qu'on a dans les écoles. Et donc à nous d'inventer peut-être des nouveaux concepts. Donc voilà, donc nous sommes les adultes Carmin. Merci beaucoup, merci à tous.